Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci d'avoir choisi RMC et BFM TV pour votre première interview de rentrée. Vous êtes député de la Somme, député Picardie Debout. Vous étiez compagnon des Insoumis. Vous siégiez dans le même groupe. La rupture est désormais consommée. On y reviendra. Vous racontez votre parcours d'ailleurs dans un livre qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle Itinéraire. Ma France en entier, pas à moitié, et ça veut dire beaucoup puisque vous insistez sur le fait qu'il faut une France qui va des bourgs et des tours, conjuguer la France des quartiers et la France des clochers. Mais d'abord un mot sur l'actualité immédiate de ce gouvernement introuvable, d'un François Barnier, d'un Michel Barnier qui cherche des ministres, qui cherchent peut-être aussi une confiance qu'il trouvera ou non auprès des députés. Est-ce que vous voterez quoi qu'il arrive la défiance? Est-ce que vous voterez une motion de censure? Oui, je voterai une motion de censure. Dire d'abord ce qu'on peut éprouver, en tout cas ce que j'éprouve depuis maintenant 2 mois, d'un espèce de cirque triste, d'un théâtre où le réel disparaît derrière des noms qui sont jetés en série. J'éprouve de la fatigue, de l'inquiétude et du dégoût. Et je pense que c'est un sentiment qui est largement partagé par les Français. Maintenant, pourquoi il y aura une motion de censure? Parce que il y a aujourd'hui quelque chose qui réunit ceux qui vont se rassembler derrière Michel Barnier et derrière Emmanuel Macron. Je dirais, pour citer Gabin, c'est « touchez pas au Grisby ». C'est-à-dire qu'il y a une crise fiscale là qui est en cours. Bruno Le Maire a creusé les déficits comme jamais, à la pelleteuse. À la fois le déficit budgétaire qui dépasse les 5%, qui sera sans doute au-delà de 6% l'année prochaine, alors que, je le rappelle, il n'y a pas eu d'investissement pour autant. Et même, on pourrait insister sur le déficit commercial aussi. Donc, il y a... Et j'appartenais, moi, avant la dissolution, à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la dette publique qui avait été lancée par les Républicains, parce que je considère que c'est une question importante. Qu'est-ce qui apparaît? C'est que cette crise aujourd'hui-là, cette crise budgétaire, elle n'est pas due à des dépenses qui seraient en hausse, elle est due à la crise des recettes et au fait que, comme sont venus l'expliquer des économistes en série lors des auditions, qu'on a baissé les impôts sur le capital et que cette baisse d'impôts sur le capital représente au moins la moitié Michel de notre Barnier déficit. dit il ne faut pas s'interdire plus de justice fiscale. Et tout ce qui sera à prendre, nous le prendrons. Vous savez, moi, si jamais il fait faire un compromis pour le caddie des auxiliaires de vie, je le fais. Donc, si jamais on peut déplacer une virgule dans les temps à venir sur une mesure fiscale, nous le ferons. Mais maintenant, il faut bien voir que ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, ce n'est pas de la réformette, de la mesurette sur le système fiscal, c'est une remise à plat du système fiscal. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un pays où les petits payent gros et les gros payent petits. Ou, dans notre pays, vous, Madame Apolline de Malherbe, mais le salarié lambda qui part à l'usine, qui part au bureau, est taxé aux alentours de 50%, et c'est à peu près la moitié pour les multimilliardaires de ce pays. Donc il y a un énorme souci de justice fiscale. Si demain on veut non seulement... Que le travail paye davantage ? Et que le capital paye davantage, au moins à l'égal du travail. Or aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui se passe. Et si on veut à la fois combler le déficit et investir, notamment sur la transition écologique, c'est ce qu'avait dit Jean Pisani-Ferry, il y a la nécessité d'aller chercher l'argent là où aujourd'hui il se trouve. Je rappelle ces chiffres qui sont quand même étonnants. Il y a 25 ans, au lancement du classement de Challenge, les 500 fortunes françaises possédaient l'équivalent de 5% du PIB. À l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'est 20%. Et aujourd'hui, on a dépassé les 40%. Donc on voit qu'il y a un gavage gigantesque. Et je dis, ce qui réunit aujourd'hui les gens qui vont se trouver derrière Michel Barnier, mais avec Emmanuel Macron, c'est touchez pas au Grisby. C'est-à-dire que les questions de dividendes, de profits, de bénéfices, elles sont quasiment interdites. Et c'est là-dessus que vous voudriez concentrer l'effort fiscal. Oui, par exemple, si vous prenez, je vais entrer un peu dans un peu de technique, en France, les sociétés écrans ne sont pas taxées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dividendes qui ont explosé, il y a un rapport qui est encore sorti hier, qui dit que ça a explosé dans le monde, ça a explosé en Europe, et ça explose en France, plus 7% en France, c'est-à-dire largement au-delà de l'inflation pour le coup. Bon, si dans notre pays, les plus riches font ce qu'on appelle des sociétés écrans, plutôt que de toucher les dividendes directement. Et elles ne sont pas taxées, ce qui leur permet de payer 1 ou 2% d'impôts à la place d'en payer 30%. Aux États-Unis, ces sociétés écrans sont taxées. Et ça rapporterait aux alentours de 20 à 30 milliards d'euros. Donc là, c'est là que se trouvent les marges de manœuvre alors que, qu'est-ce qu'ils vont faire?
on le sait d'avance. Ils vont faire ce qu'ils prétendent faire depuis 40 ans maintenant, c'est-à-dire d'agir sur les dépenses, en venant aller chercher sur l'hôpital, sur l'éducation, sur le sport. Le premier budget qui va être touché à la sortie des Jeux Olympiques par les réductions de budget, c'est le sport. Ou alors encore même sur les arrêts maladie. Et vous estimez, vous, François Ruffin, que sur le sport, et c'est d'ailleurs la première proposition de loi que vous voulez déposer à l'Assemblée nationale, que j'ai déposée cette semaine, que vous avez déposée déjà cette semaine, alors qu'elle n'est pas encore complètement ouverte, la nouvelle session parlementaire, organiser des mesures de soutien aux bénévoles des clubs sportifs, aux artisans du quotidien, du sport pour tous, ça marche comment et c'est qui ? Alors, il y a 3,5 millions de bénévoles dans les clubs sportifs dans notre pays, et il faut bien voir que ce sont eux aussi qui participent à tenir le pays debout, et en tout cas à tenir le sport debout. On a vu combien, durant les Jeux Olympiques, le sport de haut niveau a brillé. Mais il ne faudrait pas que ça soit une illusion et que derrière, ça soit le tissu associatif, le tissu des clubs populaires qui soit en train de se déchirer. Or, c'est ce qui advient dans plein de clubs. Il y a des difficultés à trouver un président, un trésorier, un secrétaire, des difficultés sur l'engagement. Et pourquoi ? Parce que, d'une part, les subventions à ces clubs comptent pour moitié moins qu'il y a 20 ans. Donc ça veut dire qu'à la place, on doit faire des tombolas, on doit faire des galas, on doit faire des paellas, vous voyez. Donc on doit faire tout ça. Et en plus, derrière, il y a plus de travail administratif. Il s'est renforcé. Ce qui est apparu l'année dernière, avec début d'année, avec la crise des agriculteurs, qui disaient on a trop de travail administratif, on nous demande non plus de remplir des dossiers, mais d'être sur des plateformes en permanence. En fait, c'est vrai pour des tas de secteurs dans le pays, et en particulier pour les associations sportives qui, avec le passeport, ont des tas de fichiers à remplir en permanence. Donc d'un côté, on leur donne moins de subventions. C'était quand même une bonne chose, l'histoire du passeport. Très bien. C'est insuffisant aujourd'hui pour qu'il y ait un accès de tous au sport. On voit que dans les familles les plus modestes, c'est 78% des enfants qui ne sont pas inscrits dans des clubs sportifs, alors que c'est moitié moins dans les familles qui sont les plus aisées, on va dire, dans notre pays. Donc là, il y a quand même un souci d'accès au sport pour tous, malgré le passeport. Mais on fait reposer le travail administratif sur des bénévoles qui, du coup, sont usés, parce que dans le même temps, Emmanuel Macron a divisé par 5 le nombre d'emplois aidés. Donc, je dis, attention, on a un problème de crise des vocations dans notre pays, on a un problème des crises des vocations dans l'éducation nationale, on a un problème de crise de vocation dans l'hôpital, et là, on arrive à une crise de vocation dans le monde associatif. Il y a un rapport du CESE qui témoigne de ça et qui dit, voilà, attention, c'est en train de se déchirer. Et donc là, qu'est-ce qu'il s'agit de dire ? Il s'agit de dire, d'une part, on redonne des moyens via des emplois aidés qui ont pu exister, on redonne du souffle aux associations, on permet qu'il y ait un guichet unique et qu'on leur demande pas de remplir des dossiers en permanence, c'est-à-dire une simplification, comme on l'a proposé les agriculteurs, qu'on fasse la même chose. Et enfin, qu'on baisse pas encore à nouveau là, de 10%, puisque c'est annoncé le budget du ministère des Sports. François Ruffin, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est la gauche des Noirs et des Arabes et vous, la gauche des Blancs ? Moi, je veux rassembler. D'accord ? Vous savez pourquoi je vous pose cette question ? Je pense qu'il faut faire notre France en entier et pas à moitié. Je veux rentrer de manière moins polémique dans le débat. Je voudrais simplement lire un morceau de votre livre, le témoignage sur la toute dernière élection, l'élection législative. Et j'ai repris vos mots, en réalité. Puisque vous dites, nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens-Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Mais alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 ans. C'est la campagne de 2022. Mais il vous a été reproché la même chose avec des tracts, parfois avec Jean-Luc Mélenchon, d'autres fois. Je le dis, oui. Et c'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient, mais on fait la même chose. Et nous retrouvons à l'Assemblée nationale, le récit est venu de tous les députés de 2 campagnes différentes, d'une campagne menée dans les quartiers qui était bien différente de la campagne menée dans les pavillons. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, en quelque sorte, l'assume, puisque ce samedi, dans le cortège des manifestations, s'adressant à une manifestante, il a eu ces mots « Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Tout le reste, on laisse tomber. » Et il dit même « c'est perdre son temps ». Est-ce que c'est perdre son temps que de parler aux éboueurs d'Abbeville qui se lèvent à 4 heures du matin et qui viennent de perdre leur prime ? Est-ce que c'est perdre son temps que de parler à l'aide-soignante dans la clinique à côté
qui se prive de vacances depuis 3 ans et qui, là, à la rentrée, pourra pas offrir à sa fille son activité poney. Est-ce que c'est perdre son temps que de parler aux ouvriers de chez Goodyear, qui soient d'Amiens Nord ou de Flic Secours, et qui ont à faire les 4-8 et à qui ont dit que leurs pneus sont trop chers comparés à l'Estonie? Est-ce que c'est perdre son temps que de parler aux vigiles de Securitas qui étaient à mon premier meeting et dont 7 sur 8 étaient en contrat à durée déterminée de 2 mois, renouvelé depuis 2 ans. Je ne crois pas que ce soit perdre son temps que de parler à tous ces gens. Et je le dis, même s'ils ne votent pas pour nous, même s'ils s'abstiennent, même s'ils votent RN, je pense que c'est l'honneur de la gauche. C'est son devoir de devoir parler aux classes populaires en entier et pas à moitié, et de vouloir faire France ensemble. Là, il y a un choix qui depuis 2 ans nous sépare avec la direction des Insoumis, qui a un choix de se dire, est-ce qu'on parle au pays en entier ou est-ce qu'on parle au pays à moitié? Mais ça veut dire qu'au fond, vous racontez de l'intérieur une forme de clientélisme politique. Vous parlez même d'ethnicisation. Au fond, le Rassemblement national, comme la France insoumise, ethnicise le rapport à l'injustice sociale, c'est-à-dire un clientélisme à la fois social et ethnique. Vous osez le mot. Ça, c'est un habitant des quartiers, un intellectuel des quartiers. Que vous citez et dont vous partagez visiblement le constat. Je vais vous prendre un exemple qui, moi, m'a choqué ces dernières années. Il y a 1 an à peu près, il y avait un crime commis à Crépol, le jeune Thomas à la sortie d'un bal, vous vous souvenez, qui se fait poignarder. Et à ce moment-là, vous avez le Rassemblement national qui pose des questions à l'Assemblée, qui tweet, qui retweet, et vous avez un silence des dirigeants insoumis qui ne disent pas un mot, pas un tweet sur Thomas à Crépol. Vous avez 2 jours plus tard, me semble-t-il, un jardinier, Morad, qui se fait poignardé à son tour, étranglé brutalement par un raciste qui le traite de bougnoul en commettant cet acte. Et là, vous avez tous les dirigeants insoumis qui tweetent et qui retweetent et qui posent une question à l'Assemblée pendant que le Rassemblement national, lui, se tait. Voilà la France que je ne veux pas. C'est-à-dire 2 France qui s'ignorent, qui se font face. Vous aviez d'ailleurs à l'époque réagi aux deux drames. Et oui, il faut choisir selon l'origine, selon le prénom, selon l'agresseur présumé, à qui va aller et à qui ne va pas aller notre compassion. Voilà ce qu'on ne veut pas. Voilà. Et il y a un choix, je le dis, face à une extrême droite qui construit des murs dans le pays. Qui construit des murs entre les vrais Français et les pas vraiment Français. Une extrême droite qui construit des murs entre la vraie France des clochers et la mauvaise France des quartiers. Eh bien, que doit faire la gauche? Est-ce que la gauche doit construire d'autres murs? Ou est-ce que la gauche doit construire des ponts? Est-ce que la gauche doit briser ces murs? Mais quand vous racontez ça, de l'intérieur et avec aujourd'hui une forme presque de libération, on le sent de votre propre parole, pourquoi vous êtes si seul? Pourquoi le reste des Insoumis ne disent pas ce que vous dites? Bon, d'abord, il y a un facteur qui est la peur. Sur ce clientélisme, quoi. La peur de qui? C'est un parti où il y a de la peur. Bon, c'est pas une découverte quand même que on a. Il y a une place de la peur dans ce parti. Pourquoi? Parce qu'on vous intimide, parce qu'on vous menace. C'est un regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de place pour, je dirais, débattre, discuter, se contredire, échanger et, je dirais, dépasser les contradictions. Parce que la contradiction que je pose là, elle est dépassable. Moi, je suis partisan, non pas de choisir, non pas de soustraire entre campagne populaire et quartier populaire, mais d'additionner. Et je le pose comme projet politique. Je dis, c'est le faire ensemble. Vous connaissez la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit que s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Eh bien, je pense que ce qui vaut pour un couple, à savoir que si un couple n'a pas de projet de partir en vacances, d'avoir des enfants, de bâtir un pavillon, ça risque de vite tourner aux petites querelles et à la jalousie. Je pense que c'est vrai pour la société en entier. Et que si jamais elle n'est pas portée par un horizon commun, de faire ensemble, de transformer ensemble le pays, eh bien on en vient aux jalousies, aux guerres et aux guerres sur les différences. Et qu'aujourd'hui, on doit être porté par ce projet. Mais une guerre sur les différences qui est nourrie, si on le comprend bien, qui est presque souhaitée, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce que vous décrivez de l'intérieur, c'est aussi une gauche qui presque
et prolifie sur une forme d'opposition entre deux fronts. Je dirais une gauche qui a renoncé, en tout cas qui renonce, qui se dit que c'est un choix de l'abandon. Pour moi, c'est un choix de la défaite. Il y a non pas se dire que on s'en fiche des gens qui habitent les campagnes et puis tout ça, mais qu'en revanche, c'est foutu. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon me le dit, et il dit, voilà, de toute façon, les terres qui votent pour le Rassemblement national, ce sont des régions qui n'ont jamais accepté ni la démocratie ni la République. On parle du Nord-Pas-de-Calais, on parle de la Picardie, on parle du Midi-Rouge, on parle de terres ouvrières qui ont envoyé des députés communistes ou socialistes pendant un siècle à l'Assemblée nationale. Et il ajoute, bon, la dénazification de l'Allemagne, ça a pris 25 ans. Donc, il faut prendre patience, quoi. Mais et donc c'est pour moi plutôt un choix de l'abandon. Un peu dans la continuité de ce que faisait le Parti socialiste, qui avait dit, de toute façon, les ouvriers, c'est perdu. Et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Vous dites ce moment où le think tank qui s'appelait Terra Nova, qui était très proche du Parti socialiste, dit au fond, bon, arrêtons de s'occuper des ouvriers. Désormais, notre cœur de cible, en quelque sorte, sont plutôt les cadres. Et donc, finalement, alors qu'on s'était construit contre ce rapport Terra Nova, pour dire qu'il fallait continuer à aller les chercher, continuer à leur parler et vouloir rassembler le pays, eh bien, il y a un choix inverse qui est opéré depuis 2 ans, c'est de parler au pays à moitié et non pas en entier. Et en même temps, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un groupe minoritaire d'un groupe qui lui-même n'est pas encore tout à fait majoritaire. Est-ce que vous n'avez pas peur de faire ça de manière très solitaire ? Vous savez, j'ai toujours été un électron libre et ma liberté est ma force. Vous voyez, et j'ai jamais cherché à adopter les codes et à être en position de centralité dans le jeu politique. C'est pas mon sujet. Aujourd'hui, il y a. Mais pour autant, vous dites qu'il faudra un candidat unique de la gauche. Là, je veux dépasser les questions de Popol, d'accord, de tambouille. On est pris là-dedans. Bon, c'est pas de sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on fait pour rassembler le pays ? Oui, mais enfin, dans le même temps, le fait que vous alliez censurer de manière automatique et immédiate un gouvernement qui n'a même pas fait ses premiers pas, le fait que toute discussion autour d'un Bernard Cazeneuve éventuel, alors sans prétendre qu'Emmanuel Macron l'aurait nommé, enfin, on sait très bien que immédiatement la gauche s'est élevée contre. Est-ce que au fond, ça n'est pas contradictoire avec ce que vous dites Là, vous ramenez le sujet sur... on va pas sortir le pays de l'ornière dans lequel se trouve par les péripéties parlementaires. On doit la sortir par... Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pendant 3 ans, de toute façon, il n'y a rien à faire ? Non, mais ça veut dire que vous voyez bien qu'une actualité chasse l'autre en la matière, un nom chasse l'autre, une petite embrouille chasse l'autre. Et moi, je veux pas que la politique... que les grands noms, Macron, Mélenchon, Matignon et ainsi de suite, viennent éclipser la vie des gens. Et que c'est à ça, si on veut reprendre pied dans le pays, c'est là-dessus qu'il faut partir. Je parlais de la crise fiscale parce que c'est très concret. C'est qui va payer la note ? Est-ce que la note, ça va être payé par les plus riches de ce pays, ou bien est-ce que c'est l'hôpital à qui on va encore serrer la vis ? Est-ce que c'est moins d'enseignants dans les écoles ? Est-ce que c'est ça que vont avoir à subir les gens dans leur quotidien ? Voilà un sujet pour les Français. Vous allez diffuser, et je l'ai vu parce qu'un cinéma l'annonce en avant-première, un film, c'est pas le premier, vous aviez fait Merci Patron, vous aviez fait Je veux du soleil, ça c'était sur les Gilets jaunes, vous avez fait Debout les femmes, ça c'était sur les travailleuses femmes, notamment les soignantes, et celui-ci ça va s'appeler Au boulot, et justement le sous-titre, c'est réinsérer les riches. Peut-on réinsérer les riches ? Est-ce que c'est cette idée aussi d'une forme de participation fiscale ? C'est pas sur la fiscalité, c'est plutôt sur, je dirais, mon travaillisme, qui est ma conviction que c'est par le travail qu'on fait France ensemble. C'est par le travail qu'on peut porter un projet de société qui fait notamment la transition écologique. Vous savez, c'est du travail. Si on veut avoir un atelier de réparation par quartier ou par canton, c'est du travail. Si on veut réparer les canalisations, c'est du travail. Si on veut avoir moins d'intrants chimiques et mécaniques dans l'agriculture, c'est du travail. Si on veut remettre les marchandises sur les rails et non plus un peu moins sur les routes, c'est du travail. Et donc, ma conviction, je suis sans doute une forme de travailliste à la française, ma conviction, c'est qu'on fait société par le travail qu'on met en commun et qu'on fait ensemble. Et que ça doit être porté vers un horizon commun. Je pense que notre pays se désespère aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'horizon commun. Qu'est-ce que c'est ? L'horizon que nous proposent nos dirigeants depuis 40 ans, quel est leur but ? C'est nous parler de compétitivité, c'est nous demander d'être concurrentiel à l'échelle internationale. Qui ça peut faire triper ?
à qui ça peut faire envie. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons 2 défis à remplir. Nous avons un défi démographique, qui est qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de personnes en âge de s'en occuper. Premier défi. Nous avons deuxième défi, un défi climatique qui réclame qu'on transforme nos déplacements, nos logements, notre énergie, notre industrie, et ainsi de suite. Et tout cela, c'est dans votre livre, qui commence par une pointe de culpabilité. On sent en permanence que vous avez l'air presque de vous excuser. Vous commencez par pleurer en découvrant Bourdieu. Mais non pas parce que vous êtes ému de découvrir Bourdieu, mais aussi parce que vous vous dites, mais moi-même, comme j'ai étudié, je suis devenu snob. Je pense que c'est un risque. Vous savez, j'appartiens à ce que j'appellerais la classe intermédiaire, et vous aussi sans doute. C'est-à-dire que c'est une classe à qui l'école donne des armes ou des outils, et on peut choisir au service de qui on met les outils. Et on peut choisir de s'éloigner dans les honneurs, le pouvoir et ainsi de suite, ou on peut tenter de rester fidèle au lieu d'où l'on vient, quoi. Donc voilà. Voilà, j'ai fait le choix, je le dis, d'aimer les gens, parfois malgré eux, parce que des fois c'est plus compliqué que d'autres. François Ruffin, Itinéraire, Ma France en entier, pas à moitié, c'est publié à partir d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.